L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition dont voici les titres. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce 25 décembre la fête de Noël, un Noël qui a un goût mitigé cette année, perturbé par les guerres et l'épidémie d'Ebola. Le pape François s'est adressé au monde au cours de la bénédiction Urbi et Orbi au Vatican. 2 femmes appelées à comparaître en Arabie Saoudite parce qu'elles revendiquent le droit de conduire. Les questions liées à l'émancipation des femmes sont encore tabous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois. Joyeux Noël. Les chrétiens ont célébré ce jour la nativité, communément appelée la Noël. Et à cette occasion, le pape François a célébré la traditionnelle messe de Noël au Vatican la nuit dernière et ce 25 décembre, en s'adressant à la foule. Le Saint-Père a surtout lancé un appel à la paix après avoir condamné les violences qui minent de nombreux pays dans le monde. Après une longue ovation, la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde entier commence sur une note sombre. Le pape François est accablé par l'ampleur des guerres et des souffrances qui secouent le monde et qui touchent notamment les enfants. Il le dit sans détour. En ce jour de Noël, il y a tant de larmes qui viennent s'ajouter à celles de l'enfant Jésus. Cette année, c'en est terminé des vœux de Noël prononcés en 100 langues. Le pape François a fait le choix de sortir de son discours officiel. Il dénonce l'extrémisme religieux sous toutes ses formes et la persécution brutale que les combattants de l'organisation de l'État islamique mènent contre les minorités. Je demande à Jésus, le Sauveur du monde, de veiller sur nos frères et nos sœurs en Irak et en Syrie. Eux qui, depuis si longtemps déjà, subissent les effets d'un conflit qui se poursuit, et de veiller sur tous ceux qui appartiennent à d'autres groupes ethniques et religieux. Le pape est aussi revenu sur l'attaque des talibans la semaine dernière qui a tué 130 écoliers au Pakistan. Au Moyen-Orient, il appelle à une reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Puisse le Seigneur donner sa paix à tout le Moyen-Orient, sur cette terre bénie par sa naissance, en soutenant les efforts de ceux qui s'engagent efficacement pour le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Concernant le continent africain, François a remercié ceux qui luttaient contre l'épidémie de fièvre Ebola. Il a plaidé pour la fin des conflits qui touchent plusieurs pays comme la Libye, le Nigeria, le Sud-Soudan, la Centrafrique ou encore la RDC. Et toujours par rapport à cette bénédiction Urbi et Orbi du pape François au Vatican, eh bien, le Saint-Père a surtout dénoncé la violence faite aux enfants partout dans le monde. Les victimes des conflits au cours de ces derniers mois, au Proche-Orient surtout, sont majoritairement des enfants. Une messe dans l'intimité pour la petite communauté des chrétiens de Bagdad réunis en l'église du Sacré-Cœur. Les événements récents ont eu un impact négatif pour notre peuple et pour les chrétiens en particulier. Mais pour nous, Noël est plus grand que la tristesse. Pourtant, c'est bien vers les réfugiés du nord de l'Irak que vont toutes les pensées. La famille de ma mère est aujourd'hui déplacée à Erbil. Ils sont malheureux parce qu'ils ont laissé derrière eux leurs plus chers souvenirs et leurs biens. Nous échangeons des bénédictions, mais en notre fort intérieur, il y a cette tristesse. Le monde entier connaît notre souffrance. Les chrétiens ont été obligés de quitter leurs belles maisons, leurs terres et leurs biens. Les chrétiens de Mossoul en savent quelque chose, eux qui en juin dernier ont été contraints de fuir par milliers pour sauver leur peau. Les djihadistes de l'État islamique leur avaient donné quelques heures pour se convertir à l'islam ou se préparer à mourir. Certains ont atterri ici à Douk et l'esprit n'est toujours pas à la fête.
Nous espérons pouvoir retourner chez nous et dans nos églises pour la nouvelle année. En attendant, ils sont donc entassés par familles entières, jeunes et vieux, avec bagages, dans ce centre culturel chaldéen de Dohuk qui héberge quelques 200 personnes. Un canapé pour dormir, un repas sommaire, parfois chaud, c'est le lot de milliers de chrétiens irakiens en ce Noël 2014. Et au Niger également, la communauté chrétienne a célébré la fête de Noël sous le signe de la paix. Sarki Aboubakar et Razak Abaché ont fait le tour de quelques églises hier soir lors de la messe de minuit. La joie, la passion, la ferveur, mais surtout l'amour pour Jésus-Christ. Tous les ingrédients étaient rassemblés hier soir par la communauté chrétienne du Niger pour la messe de minuit. Les chrétiens qui célébraient la naissance du Christ ont été une fois de plus à l'écoute des paroles saintes. Des paroles qui prônent la paix entre les communautés et entre les peuples. Vraiment mis cette année Noël sous le signe de la paix pour que tout ce que nous sommes en train de constater de nos jours comme troubles sociaux, troubles politiques, et appeler les uns et les autres à surpasser leurs personnes pour faire la paix avec leurs voisins, avec leurs collègues, avec tous ceux qui sont autour d'eux. Aujourd'hui, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vivent en eux-mêmes la paix et qui vont transmettre aux autres la paix. Nous parlons de paix parce que tout autour de nous, il y a la violence, il y a la haine, il y a la destruction, il y a la guerre. Ce jour mémorable pour la communauté chrétienne du Niger a été vivement célébré dans la paix et la communion des cœurs. Au Mexique, c'est un Noël bien triste. Les familles toujours sans nouvelles des 43 étudiants disparus à Iguala. Et elles n'ont donc pas le cœur à la fête, mais plutôt au recueillement. Et hier, c'était devant la résidence du président mexicain qu'elles ont organisé une veillée de prière en mémoire de leurs enfants disparus. Et à Hong Kong, cela aurait pu être un merveilleux passage du Père Noël. Malheureusement, le Père Noël s'était plutôt trompé de cible. À Hong Kong, donc, un transporteur de fonds a perdu une partie de sa cargaison. Près de 2 millions de dollars américains éparpillés et ramassés par des passants. Mais ces derniers ont été invités à restituer l'argent qu'ils ont ramassé. Sur cette route pourtant très fréquentée, des piétons accroupis et des automobilistes à l'arrêt pour ramasser des billets de banque. Mercredi, 2 grosses caisses glissent d'un fourgon blindé. À l'intérieur, 2 millions de dollars, 1 600 000 euros. Le seau sur 2 des 3 boîtes en plastique a été brisé. Ils ont probablement éclaté quand ils sont tombés au sol. Très vite, les policiers arrivent pour sécuriser la zone. Certains sont armés. Ils arrêtent la circulation et dans la foulée, avertissent les citoyens par ce communiqué. Toute personne qui trouvera les billets de banque en question devra les restituer à la police dès que possible. Dans le cas contraire, elle commettra un vol. Un vol passible d'une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. Il faut rendre l'argent à la police. J'ai vu une vieille femme. Elle n'a pas pu s'enfuir. Elle a donc dû rendre immédiatement l'argent à la police. Il est encore trop tôt pour évaluer combien les policiers ont récupéré. Le conducteur du fourgon a roulé pendant une demi-heure avant de se rendre compte que la portière arrière du véhicule était ouverte. Un cadeau qui tombe à pic en cette période de fête. Le Nigeria a été la cible de plusieurs attaques cette année 2014 et parmi les kamikazes, des jeunes filles qui opèrent par la contrainte. Je vous propose de suivre dans ce reportage le témoignage de l'une d'entre elles. C'est une prise de guerre intacte, exhibée devant les médias. Une ceinture d'explosifs portée par une adolescente de 13 ans. Boko Haram l'a forcée à participer à un commando kamikaze. La police en fait une repentie. Elle désigne son bourreau. Mon père nous a amenés dans un endroit dans la forêt où se cachent des hommes armés. On m'a demandé si je voulais aller au paradis. Quand j'ai répondu, ils m'ont dit de faire une mission suicide. Ils me tueraient si je tentais de fuir. Puis, on nous a envoyés à Kano. Arrivés au marché, l'une d'entre nous a dit qu'on devait se séparer. J'ai refusé. Quand mon ami s'est fait exploser, j'ai été blessée. La bombe de Zaraou n'a pas explosé. Mais ce 10 décembre, au moins 4 personnes sont tuées sur le marché lors d'une double attaque suicide.
La jeune rescapée sera arrêtée à l'hôpital. Ses aveux sont une aubaine pour la police. Nous voulons faire comprendre au public que cela n'a rien d'une guerre tribale. C'est du terrorisme. Depuis 2009, le bilan s'élève à 13 000 morts, surtout dans le nord musulman, avec de plus en plus d'attentats suicides perpétrés par des femmes. La suite de l'actualité à présent en brève et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Djibrila Maïga. La première condamnation à mort pour apostasie de l'histoire de la Mauritanie depuis son indépendance en 1960 a été prononcée mercredi soir à Nouadhibou, nord-ouest, à l'encontre des Mauritaniens musulmans inculpés après un écrit considéré comme blasphématoire. L'accusé, Mohamed Cheikh Ould Mohamed, détenu depuis le 2 janvier, avait plaidé non coupable mardi à l'ouverture de son procès, le premier du genre dans ce pays de près de 4 millions d'habitants. Une opération militaire baptisée Mirador, forte de plus de 16 000 soldats, a été lancée pour la sécurisation des fêtes de fin d'année sur l'ensemble du territoire national ivoirien. A annoncé le chef d'état-major général des armées, Soumaïla Bakayoko, qui s'exprimait sur les antennes de la télévision nationale. Cette opération est d'envergure nationale. La télévision qatarienne Al Jazeera a annoncé la fermeture de la chaîne Al Jazeera Mubasher Masr, favorable à la confrérie des frères musulmans. Ce geste de bonne volonté de la part de Doha a été effectué en vue d'une réconciliation avec le régime du président Abdel Fattah el-Sisi. Quatre détenus politiques, dont un général, ont été libérés ce mercredi par le président Eri Rajao Rimampianinan. Tous avaient été condamnés pour l'affaire de la fusillade qui a eu lieu devant le palais présidentiel. Avant la chute de Marc Ravalomanan, ces libérations entrent dans le cadre des engagements pris par le chef de l'État lors de la rencontre avec ses 4 prédécesseurs. Nous poursuivons cette édition avec Haïti. La situation reste tendue. Les manifestations de protestation se multiplient. Elles ont déjà permis à l'opposition d'obtenir la démission du Premier ministre. Les manifestants exigent également la démission du président Martelly, mais ils dénoncent également la pauvreté et surtout réclament la tenue d'élections législatives. L'émancipation des femmes demeure une question taboue en Arabie saoudite et 2 femmes sont appelées à comparaître devant un tribunal parce qu'elles revendiquent le droit de conduire. C'est un procès que le régime saoudien voudrait exemplaire. En faisant comparaître devant un tribunal Loujaïn Atloul et Maïssa Al-Hamoudi, le royaume espère mettre un coup d'arrêt au mouvement d'émancipation des femmes saoudiennes. Un mouvement qui passe depuis plusieurs années par le fait de braver l'interdiction de prendre le volant. La première des 2 accusées est une militante devenue la figure de ce combat après avoir été arrêtée le 1er décembre dernier à la frontière avec les Émirats Arabes Unis. Elle voulait revenir dans son pays au volant de sa voiture. La seconde, une journaliste basée aux Émirats, a également été arrêtée en rejoignant Loujaïn. Les 2 femmes ont été renvoyées ce jeudi devant un autre tribunal spécialisé dans les affaires de terrorisme. Car la justice saoudienne semble surtout leur reprocher leur activité militante sur les réseaux sociaux où elles revendiquent le droit de conduire des femmes saoudiennes. En octobre dernier, une campagne avait été menée dans ce sens par de nombreuses femmes, publiant des vidéos et des photos sur Internet. Et comme par le passé, plusieurs d'entre elles avaient été arrêtées. L'Arabie saoudite est le seul pays au monde à proscrire la conduite aux femmes. La loi martiale demeure en vigueur en Thaïlande. Il faut dire que le pays a traversé plusieurs mois de crise politique, suivi de nombreuses arrestations. On écoute à présent le Premier ministre thaïlandais. Si la situation se poursuit, que des violences se produisent, que des armes sont saisies pendant la nouvelle année, je donnerai l'ordre de maintenir la loi martiale. Tout semble en ordre, sans manifestation, mais les causes du conflit demeurent, comme par exemple les gens qui ne s'entendent pas. Je ne veux pas faire paniquer les gens, je veux juste vous dire qu'il faut travailler conjointement au développement et à la réconciliation aussi longtemps que les troubles persisteront.
Et un triste anniversaire, cela fait 10 ans que le tsunami a frappé l'Indonésie. C'était en décembre 2004 et 10 ans après, le pays commémore les victimes de cette catastrophe qui avait ravagé l'Asie du Nord-Est. En Indonésie, le bilan était lourd. Près de 170 000 personnes ont été tuées. Et devant ces risques de catastrophes naturelles, les autorités de Jakarta prennent des dispositions préventives. Ils ont décidé de construire un mur. Devant donc ces risques de catastrophe, c'est un mur qui sera décidé de construire par les autorités. Voilà à quoi pourrait ressembler de façon permanente Jakarta dans quelques années. La capitale indonésienne est confrontée à des inondations de plus en plus fréquentes. La population s'est habituée à vivre avec, mais en sous-sol, les effets sont dévastateurs. Près de la moitié de la ville de Jakarta est déjà au niveau ou en dessous du niveau de la mer. Si vous regardez d'autres villes de la région comme Manille, Bangkok ou Ho Chi Minh Ville, toutes souffrent d'affaissement de terrain, mais rien de comparable à Jakarta. Chaque année, les sols de la ville s'enfoncent en moyenne de 7 cm. Un chiffre multiplié par 3 sur le littoral. Et la digue, construite il y a 40 ans, commence à montrer des signes de faiblesse. Dans ce quartier de pêcheurs, 100 000 personnes vivent à presque 2 mètres sous le niveau de la mer. Bien sûr, nous sommes inquiets. Si la digue cède, tout sera submergé ici. Quand c'est marée haute, les bateaux flottent presque à la hauteur de la digue. On peut les voir de chez nous. En octobre, le gouvernement a donné le coup d'envoi d'un chantier titanesque. Un mur géant va être construit dans la baie de Jakarta. Cette digue est vraiment gigantesque. Elle s'étendra sur 25 km. Et avec cela, nous allons bâtir une ville totalement nouvelle. En plus du barrage, le projet appelé Grand Garuda, du nom de cet oiseau mythologique symbole de l'Indonésie, prévoit la création d'îles interconnectées pour freiner la montée des eaux. Le système archaïque de drainage va être rénové. Le but, préserver les nappes souterraines souillées par l'eau de mer et la pollution. L'eau, un enjeu capital à Jakarta, où la majorité des 28 millions d'habitants n'a toujours pas accès à l'eau courante. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations.